Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Cette fois-ci, on va parler de vikings, d'alliances, de monastères et de mariages dans l'Irlande du Moyen-Âge. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Brian Boru, au roi d'Irlande, de l'auteur Peter Sylvester, édité en 2021 chez Osprey Games et localisé par Ori Games en 2022. Dans Brian Boru, vous allez vous efforcer d'unir l'Irlande, tout en vous assurant son contrôle par la puissance, la ruse et le mariage. Repoussez les envahisseurs vikings, construisez des monastères pour étendre votre influence, et rassemblez les soutiens dans les villes du pays afin de devenir le grand roi de toute l'Irlande. Il s'agit d'un jeu compétitif de niveau initié, mélangeant les mécanismes de contrôle de territoire, draft de cartes et gestion de main. Allez, on va voir tout ça ensemble! Et voici la table de Brian Boru en configuration pour 4 personnes. On trouve les cartes vikings, avec les jetons pillards et conquête, les cartes de mariage, les jetons renommés, les tuiles région face grisée sur le plateau. Chaque personne a choisi une couleur de clan, et après tirage au hasard, c'est le clan vert qui commence, avec le marqueur ville active. Dans le sens horaire et en commençant par le clan vert, chaque clan a placé un jeton contrôle sur l'emplacement d'une ville. Attention, on ne peut pas placer de jeton contrôle dans la même région qu'un autre clan. À 4, on a 4 cartes mariage, dont la princesse du Danemark, qui est toujours la dernière carte. Le jeu va donc se dérouler en 4 manches, et à la fin, le clan qui a le plus de points l'emporte. Chaque manche comporte 4 phases: la préparation, le draft, les actions et l'entretien. À la phase préparation, on commence par révéler la première carte du paquet mariage. On la place sur son emplacement. Elle rapportera 2 points de victoire et 1 point de renommée. On révèle ensuite la première carte du paquet viking. On place le nombre de jetons vikings indiqué par la force d'invasion de la carte dans la zone de combat, puis on défausse la carte. On passe à la phase de draft. On prend toutes les cartes actions, on les mélange, et on les distribue en fonction du nombre de clans. À 4, on va distribuer 6 cartes par clan. Il y a 25 cartes, la dernière carte est donc placée face cachée, près du plateau. Parmi les cartes qui ont été distribuées, chaque clan en choisit 2, et les place devant lui, face cachée. Elles formeront sa main pendant la phase d'action. Une fois que tous les clans ont choisi leurs 2 cartes, on passe toutes les cartes restantes au clan à sa gauche. Comme ceci. Et on recommence le processus en choisissant 2 cartes parmi celles qui ont été transmises, que l'on va placer face cachée avec les 2 cartes déjà conservées. Et on passe à nouveau les cartes restantes au clan à gauche. Et lorsqu'un clan ne reçoit qu'une ou 2 cartes, comme cela va être ici, on les place directement dans sa pile face cachée. Attention, pendant cette phase, vous pouvez consulter les cartes que vous avez déjà choisies, mais vous ne pouvez plus les échanger. Chaque clan prend maintenant en main toutes les cartes qui se trouvent devant lui, et on passe à la phase d'action. Cette phase d'action se résout en une série de plis. On continue à jouer des plis jusqu'à ce que chaque clan n'ait plus qu'une seule carte action en main. On défausse alors la carte restante et on passe à la phase d'entretien. D'abord, le clan possédant le marqueur de ville active, ici le clan vert, place le marqueur sur n'importe quelle ville du plateau, libre de tout jeton. Il décide de placer le marqueur à cet emplacement. Il s'agit de la ville active. Ensuite, il joue une carte de sa main. Et bien sûr, sa carte doit correspondre à la couleur de la ville, ou bien à être une carte blanche, comme ici par exemple. Le clan vert joue donc cette carte bleue. Dans l'ordre des aiguilles d'une montre, chaque autre clan joue une carte de sa main. Il est possible de jouer n'importe quelle carte, quelle que soit sa valeur et sa couleur. Il n'est pas obligatoire que la carte jouée corresponde à la couleur de la carte déjà jouée. Mais attention, le clan qui aura joué la carte avec la valeur la plus élevée de la même couleur que la ville active, ici bleu, remportera le pli et tous les autres clans perdront le pli. Et je rappelle que les cartes blanches sont considérées comme des jokers
de la même couleur que la ville active. Le clan orange joue une carte de combat, le clan bleu une carte de mariage et le clan violet une carte église. Ensuite, on commence par la valeur la plus petite, c'est-à-dire la carte mariage du clan bleu, à 17. Il choisit d'effectuer une action secondaire, soit gagner 3 points de mouvement dans le mariage, soit gagner une pièce, et il peut, avec 5 pièces, prendre le contrôle d'une nouvelle ville, adjacente par une route à un de ses jetons. Cela pourrait être ici et ici. Malheureusement, il n'aura pas les 5 pièces pour le faire. Il décide donc de monter de 3 points sur la piste de mariage. La carte est ensuite défaussée face cachée. C'est ensuite au clan orange qui a joué une carte 18. Il décide d'aller combattre les Vikings. Il gagne 3 jetons pillards. Il prend ces 3 jetons et les place à côté de ses cartes. Et la carte est défaussée. C'est au clan violet qui a joué un 19. Il pose 3 jetons à l'église. Sa carte est également défaussée. Et enfin, le vainqueur du pli doit faire l'action principale, située en haut de la carte. Il gagne donc le contrôle de la ville, mais doit payer 2 pièces pour cela. Il place son jeton de contrôle, et comme il a gagné le pli, il reprend le marqueur ville active. Il paye les 2 pièces, et sa carte est défaussée. Le premier pli est donc terminé, et on continue à jouer les plis jusqu'à ce que les clans n'aient plus qu'une seule carte en main. À ce moment-là, la phase d'action se termine, et la dernière carte est défaussée. Et attention, on ne peut jamais consulter les cartes de la pile de défausse. Tous les symboles des cartes sont expliqués sur l'aide de jeu, et comme indiqué pour ces 3 actions, on peut les compléter en payant 2 pièces, et ceci autant de fois que l'on souhaite. Par exemple, en choisissant cette action secondaire, violet pourra avancer de 2 sur la piste de mariage, mais comme il est interdit de finir sur la même case qu'un autre clan, il pourrait alors dépenser 2 pièces pour avancer d'un mouvement supplémentaire, et s'il avait encore 2 pièces, il pouvait continuer à le faire. Les clans n'ont maintenant plus qu'une seule carte dans leurs mains, la phase d'action se termine, et on défausse la dernière carte, et on passe à la phase entretien qui est en 4 étapes, les mariages, les batailles, l'église et la revendication des régions. Mariage, et on regarde le clan qui est le plus haut placé sur la piste. C'est donc le clan bleu qui a réussi à conclure une alliance politique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'être sur la dernière case, mais juste au-dessus de tous les autres jetons des autres clans. Prenez la carte mariage, gagnez immédiatement les avantages, ici 2 points de victoire et un jeton renommé, puis placez la carte sur votre clan. Le jeton est ensuite replacé sur la première case, tout en bas, et un cas particulier, si tous les clans se trouvaient sur la première case de la piste de mariage, on retirait la carte mariage en jeu et on passait directement à la bataille. Une fois que la carte mariage a été résolue, chaque clan présent sur la piste gagne les avantages indiqués. Ici, une pièce pour le clan vert et une pour le clan violet. Et notez bien que le clan qui a résolu la carte de mariage ne gagne donc aucun autre avantage. C'est maintenant la phase de bataille. S'il n'y a plus de jetons vikings dans la zone de combat, les vikings ont été repoussés. Et on passe directement au butin. Sinon, il y a une conquête de vikings. Dans ce cas, on regarde les jetons vikings de chaque clan. Et le clan ayant le moins de jetons vikings perd une ville. Ici, c'est violet. Le clan avec le plus de jetons vikings, ici orange, choisit l'une des villes du clan perdant et place un jeton de contrôle viking sur le jeton. Ce sera dans la région d'Oulaïd. Les vikings contrôlent maintenant cette ville. Dans le cas où 2 clans ou plus sont à égalité pour le moins de jetons vikings, chaque clan à égalité perd une ville au profit des vikings. Et si 2 clans ou plus sont à égalité pour le plus de jetons vikings, le ou les clans qui perdent les villes choisissent eux-mêmes la ville qu'ils perdent. Enfin, on enlève les jetons vikings restants de la zone de combat et on les remet dans la réserve. Puis on passe au butin de bataille.
Le butin de bataille est toujours accordé, que les Vikings aient été repoussés ou non. Comme indiqué, tout d'abord, le clan ayant le plus de jetons Vikings gagne un jeton renommé. Ici, c'est le clan orange, ce qui lui fait un deuxième jeton. Il gagne ensuite un point pour chacun de ses jetons renommés, puis remet tous ses jetons Vikings dans la réserve. Donc 2 points pour le clan orange. Si 2 clans ou plus étaient à égalité pour le plus de jetons Vikings, aucun jeton renommé n'était attribué. Mais dans ce cas-là, aucun jeton Viking n'était rendu. Et ensuite, le ou les clans qui ont désormais le plus de jetons Vikings gagnent chacun un point. Le clan vert a 2 jetons Vikings, le clan bleu également. Ils gagnent chacun un point. Et ils remettent un jeton Viking dans la réserve. Ensuite, c'est les récompenses de l'église. Le clan ayant le plus de jetons dans la zone église, ici le clan violet, place un disque monastère autour d'une ville qu'il contrôle. Ce sera cette ville. Et bien sûr, une ville ne peut pas avoir plus d'un monastère. Ensuite, il récupère tous ses jetons de la zone église et il récupère le marqueur ville active. Si 2 clans ou plus sont à égalité pour le plus de jetons de la zone église, les effets ne sont pas résolus. Ensuite, le ou les clans qui ont maintenant le plus de jetons dans la zone église gagnent chacun un point. Ici, le clan bleu. Puis il récupère un jeton de la zone église. Puis on vérifie si chaque clan a au moins 4 jetons dans la zone église, en commençant par le marqueur avec la ville active. Dans ce cas, le clan place un monastère autour d'une ville qu'il contrôle, puis il récupère tous ses jetons église qu'il remet dans sa réserve. Ici, ce n'est pas le cas, il n'y a qu'un seul jeton du clan bleu dans la zone église. On fait maintenant la revendication des régions. Pour chaque tuile région face grisée sur le plateau, on compte le nombre de villes contrôlées dans la région correspondante, y compris les villes contrôlées par les Vikings. Ici, pour la région de Uleid, il y a l'équivalent de 4 villes contrôlées, une par les Vikings, une par le clan bleu et 2 par le clan violet. Le nombre est donc supérieur ou égal au seuil indiqué sur la région, mais aussi sur la tuile, comme on peut le voir. On retourne alors la tuile région face dorée, et on fait cela pour toutes les régions. Actuellement, il n'y a que Uleid qui est retourné face dorée. Et ensuite, pour chaque tuile région face dorée, qu'elle soit toujours sur le plateau ou déjà récupérée par un clan, on vérifie qui contrôle le plus de villes. Ici, 2 pour le clan violet, la région d'Uleid lui appartient. Si 2 clans ou plus sont à égalité pour le plus grand nombre de villes dans une région, la tuile reste là où elle est. Ce qui veut dire que si un clan gagne une tuile région, comme ici Uleid avec le clan violet, il faudra qu'un autre clan contrôle ultérieurement plus de villes que lui dans la région. Et notez bien que les points de victoire sont marqués en fin de partie. Et pour le dernier tour de jeu, c'est-à-dire avec le mariage de la princesse du Danemark, si le clan qui s'est marié avec Estrid choisit soutien militaire, toutes les villes contrôlées par les Vikings comptent comme contrôlées par ce clan. Comme je l'ai dit, s'il ne reste plus de carte mariage à la fin de la phase d'entretien, la partie s'arrête et le décompte final des points est déclenché. Il suffit de suivre le décompte dans le livret de règles. Sachez que le clan qui a le plus de pièces marque un point. Si plusieurs clans sont à égalité, aucun point n'est marqué. Le clan avec le marqueur ville active marque un point. Pour chaque jeton renommé que vous possédez, vous marquez un point. Ici, par exemple, 2 points pour le clan orange. Pour chaque tuile région face dorée sur le plateau, tous les clans à égalité, ici, les clans bleus et orange, marquent la moitié du nombre de points indiqués sur la tuile, arrondi à l'inférieur, donc 2 points chacun. Je rappelle que si un clan a devant lui la carte princesse du Danemark avec la phase soutien militaire, les villes contrôlées par les Vikings comptent comme étant contrôlées par lui. Cela peut faire gagner des majorités. Et pour finir, chaque clan marque des points selon ce tableau, en fonction du nombre de régions différentes dans lesquelles il contrôle au moins une ville. Et si un clan a la carte princesse du Danemark côté établir des échanges, les villes contrôlées par les Vikings comptent comme étant contrôlées par lui. Le tableau est également représenté sur le plateau, et ici, le clan bleu est placé dans 1, 2, 3 régions, ce qui lui fait un point de victoire supplémentaire. Le clan qui a le plus de points l'emporte, évidemment. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de tuiles régions
qui gagne. S'il y a toujours égalité, celui qui a le plus de cartes mariage. Et si de nouveau égalité, la victoire est partagée. À la mise en place, choisissez une ville sur une route de préférence et connectée à d'autres villes ou régions. Par exemple, au début, le clan vert s'est positionné sur cette ville, ce qui lui permettrait d'atteindre la ville de Dublin et de continuer à se développer dans Leinster. Vous avez aussi la ville rouge de Brainf, par exemple, ou celle de Northern Uinel. Lorsque vous draftez vos cartes, gardez une carte rouge de combat, surtout si vous êtes dernier en nombre de jetons vikings. Cela vous permettra de rattraper éventuellement votre retard. De même, panachez vos valeurs de cartes, car vous verrez que les petites valeurs rapportent davantage sur leurs actions secondaires. L'argent est très important. N'hésitez pas à en récupérer avec vos cartes. Si vous avez joué une grosse carte, que vous gagnez le pli et que vous n'avez pas assez d'argent, vous serez obligé de payer en points de victoire. Faites attention. Ne négligez pas la piste de mariage, car même si vous n'êtes pas premier, cela vous rapportera un avantage. Et votre jeton restera sur sa position pour la manche suivante, ce qui vous placera en bonne position. Si une région est très disputée en majorité, pensez au monastère, qui compte comme 2 villes dans la région. Ne laissez pas un clan gagner tous les combats contre les vikings, cela lui rapporterait beaucoup trop de jetons renommés. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez payer 2 pièces pour améliorer votre action de type mariage, pillard viking et église. Côté configuration, vous pouvez jouer à Brian Boru de 3 à 5 personnes. Mais clairement, je recommande la configuration à 4, comme ici, ou à 5. Celle à 3 manquant un peu de peps côté viking et contrôle de territoire à mon goût. Voilà, ce que j'apprécie dans Brian Boru, c'est d'abord l'interaction qui est bien présente, que ce soit lors du draft, de la résolution des cartes et des actions, ce qui en fait un jeu très dynamique. Ensuite, pour le côté planification, car il va falloir garder et jouer les bonnes cartes au bon moment. Et je n'oublie pas le côté discussion autour de la table, qui entraîne souvent des alliances temporaires afin de bloquer un adversaire sur une route ou dans une région. Côté graphisme, j'aime beaucoup les illustrations de Der de Barra. Cela me fait penser au travail de Jim Fitzpatrick sur l'art celtique. On a donc là un jeu qui se découvre au fil des parties, celle-ci durant entre 1h et 1h30 selon la configuration. Et pour aller plus loin, je vous recommande la série Viking, et bien sûr le film Les Vikings de 1958, avec Kirk Douglas et le jeune Tony Curtis. Allez, je vous laisse, car j'ai un château à prendre. Et à bientôt sur Je Conseille.